Nous allons maintenant nous intéresser à un sujet majeur, un défi majeur de notre secteur, la mixité. Et l'initiative dont il va être question est celle de la publication d'un guide d'autodiagnostic et de bonnes pratiques réalisé par EGF, notre partenaire, pour favoriser cette mixité au sein du secteur. Je vous le montre ici. Nous le reverrons encore pendant tout le long de cette conférence. Vous verrez un guide d'autodiagnostic et de bonnes pratiques en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises générales. Et pour parler de ce sujet de la mixité, je suis très heureuse d'accueillir plusieurs intervenants sur scène. Donc, Émilie Arceli de GCC, vous êtes directrice de l'agence GCC Horeca. Je vous en prie, montez sur scène. Donc, Horeca, mais oui. Aujourd'hui, tout le monde est applaudi, il faut le savoir. Donc, Horeca, nouveau nom de l'agence Journal et Construction. Valérie Papon, directrice de production chez Bouygues Construction. Fernando Sistac, vous êtes président de la commission sociale de GF. Je vous en prie, montez sur scène. Et vous travaillez chez Vinci Construction. Et nous avons également notre DRH pour cette table ronde. DRH est membre du groupe du travail mixité chez EGF. Donc, vous êtes DRH d'Eiffage Énergie Système, monsieur Louis-Marie Tando de Marsac. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, peut-être pour commencer, nous reprendre un petit peu des chiffres. On a vu rapidement tout à l'heure. Donc, il faut rappeler ces chiffres aujourd'hui dans la construction. Qu'est-ce que la mixité? Qu'est-ce qu'elle représente? Donc, toute catégorie confondue, on le voit, il y a 12,3% de femmes dans le BTP en 2021 et 16,6% de femmes dans les entreprises générales. Donc, c'est l'Observatoire des métiers du BTP qui nous livre ces chiffres. Dans l'encadrement, 20,7% de femmes dans le BTP en 2021 et 25,2% dans les entreprises générales. Donc, c'est les indicateurs sociaux du bâtiment ici qui nous donnent cela. Et on le voit après dans la proportion de femmes dans chaque catégorie professionnelle. Donc, dans le bâtiment en 2021, on voit, bon, chez les ouvriers, il y en a vraiment très, très, très peu, 1,6%. Etam, on est à 46,2%. Et chez les cadres, on est à 20,7%. Sur l'ensemble des secteurs en 2021, donc on a chez les ouvriers 19,9% de femmes, 64,7% chez les Etam et 42,7% chez les cadres. Donc aussi, on le voit, on observe une progression ces dernières années. Mais bon, il faut quand même se le dire, c'est une très lente progression, trop lente progression. La route est encore longue. Et avant d'entendre les témoignages de mesdames Arceli et Papon, monsieur Sistac, je me tourne vers vous. Vous êtes président de la commission sociale d'EGF. Et vous avez donc voulu, avec votre organisation, faire ce guide. Pourquoi cette démarche? Mais peut-être d'abord, vous présenter peut-être en quelques mots EGF. Oui, je pense que ça peut être utile de rappeler EGF. Ce que c'est un syndicat intégré à la fédération qui rassemble l'ensemble des entreprises générales, ETI et grands groupes, et qui, en France en particulier, développent et exercent ce métier de contractant général. Comme vous le voyez à l'écran, notre activité est à cheval sur le bâtiment et sur les TP, comme nos groupes sont présents dans les deux secteurs d'activité, avec ces deux sensibilités-là. Et nous avons un point significatif, ce n'est pas tant le nombre de salariés, les 80 000 salariés que ça représente en France, mais c'est notre ancrage territorial qui est important, puisque nous sommes présents dans toutes les régions, tous les départements de France. On a des réseaux d'agences présents un peu partout, et ce qui nous donne un ancrage réel au niveau du social, au niveau du terrain, au niveau des activités. Et donc on est vraiment au plus près de la population un peu partout en France. Donc on le voit à l'écran, les entreprises générales, ce qu'elles représentent aujourd'hui, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 000 salariés. Est-ce que je peux dire, au-delà de la taille et de l'importance de nos entreprises, qui comptent parmi les leaders mondiaux de la construction, c'est que au sein de GF, on essaye de rassembler les bonnes pratiques que l'on porte, que l'on vit, qu'elles soient techniques, développement de technologies, de BIM, de nouveaux procédés constructifs, mais également social. Et c'est ça qui est aujourd'hui un peu d'actualité, c'est que sur le champ social, vous l'avez rappelé, l'entreprise générale est plutôt un peu plus mixte que la profession.
un petit peu, on ne peut pas forcément dire qu'on est très loin devant, mais très en deçà des ambitions qui sont celles de nos grandes entreprises. Et donc, partager, on n'est pas prescripteur au sein de GF, on est là pour partager les bonnes pratiques, on est là pour faire connaître, faire savoir au public, aux donneurs d'ordre, à l'ensemble des acteurs de la construction, ce qui peut se faire de bien. Voilà. Et c'est la vocation de nos commissions. Il y a des commissions prévention, il y a des commissions techniques, il y a des commissions contractuelles. Dans notre commission sociale, on s'était donné quelques sujets à développer, dont un travail sur la mixité avec un groupe de travail qui a été constitué pour ce. Mais justement, alors, parlez-nous un peu de cette démarche. On le voit là sur cette slide, l'ambition des entreprises générales. Donc, votre volonté, on le sait, c'est d'augmenter cette part de femmes dans le secteur. C'est un défi majeur et compliqué quand même à mettre en œuvre. C'est un défi parce que on est dans une activité qui a une image très masculine historiquement, comme d'autres métiers, vous me direz. Hein. On est plus féminisé que l'informatique. Voilà, donc il y a pire. Mais il y a aussi la campagne, si vous avez suivi la campagne de la Fédération, elle est assez emblématique de la réinvention de notre activité par rapport aux enjeux. Et je pense que sur la thème de la mixité, vous le voyez dans le graphique, nous progressions 2 fois plus vite que la profession dans les entreprises générales sur la mixité, mais très en deçà de l'évolution de la société. Et je crois que la société, elle est vocation à être beaucoup plus mixte, beaucoup plus variée. Et le travail que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé sur cet état des lieux. Nous avons pris conscience que à chaque fois qu'une entreprise se féminise dans tous les secteurs d'activité, sa performance augmente. Et on est aussi là pour favoriser la performance. Et que notre croissance, elle est conditionnée par notre capacité à accueillir les talents. Tous les talents. Et qu'on ne peut pas se priver de moitié de la population simplement parce qu'on est dans le BTP. Bien D'ailleurs, au contraire. vous me le disiez lorsqu'on a préparé cet entretien, le seul actif dans le BTP, c'est l'humain. Oui, ouais, moi je le dis souvent, on peut faire du BTP avec un téléphone et une équipe solide. On n'a pas besoin de beaucoup de brevets, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, tout ça se fait assez facilement. Voilà, donc, mais par contre, une équipe soudée, avec ça, vous soulevez des montagnes. Bien sûr. Et dans cette équipe, il y a la place pour des femmes. Elles se doivent de prendre toute leur place. On a des témoins, je pense qu'elles vont nous dire tout ça. Et puis notre environnement change. On a vu ces dernières années la loi RIC5 qui va faire émerger réglementairement, dirais-je, dans toutes les entreprises, un quota de femmes important. On a les index égalité-rémunération qui sont en place. On a aussi tout récemment encore la loi parentalité avec la possibilité désormais pour les papas de profiter d'un congé après la naissance de leur enfant. C'est la meilleure répartition des rôles dans un couple, c'est la société qui évolue et nous, il nous faut être totalement investis dans cette transformation et faire bouger les lignes dans nos entreprises. Bien sûr, voilà. Et on le voit, donc l'intérêt à agir aussi, cette performance accrue, cette qualité de vie et de bien-être au travail, attractivité et fidélisation des talents, l'image, voilà, la place de la femme aussi, ça apporte énormément dans les entreprises. C'est un nouveau regard, une nouvelle sensibilité, une nouvelle manière d'aborder les sujets. Et c'est, comment dirais-je, c'est plus en harmonie avec le reste de la société. Voilà, on est en interaction avec des élus locaux, avec des donneurs d'ordre de toute nature, sur le champ social, sur la promotion, sur les équipements publics. On ne peut pas être atypique par rapport au contexte dans lequel on évolue. Donc, moi, je pense que notre intérêt à agir, il est rappelé là, il est très en phase avec les aspirations de nos entreprises et des salariés. Ça a été évoqué tout à l'heure par nos jeunes étudiants. Et puis, en tant que GF, on a une vocation à être un peu fer de lance sur un certain nombre de choses. Et donc, puisque la profession a vocation à se féminiser, nous sommes un peu nous avons plus de moyens, plus de capacité à communiquer, tout simplement. Et nous avons intention et intérêt à promouvoir des bonnes pratiques. Et c'est l'objet de ce guide.
Merci beaucoup. Alors justement, Monsieur Tando de Marsac, vous êtes membre du groupe de travail qui a abouti à la rédaction de ce guide, mais vous êtes vous-même DRH. Vous étiez donc intéressé à plus d'un titre, j'imagine. Oui, alors la commande de Fernando était très claire. Groupe de travail très, très sympa, ça ne gâche rien. Moi, j'étais évidemment fortement intéressé parce que, Fernando l'a rappelé, on a un intérêt à agir commun, quelle que soit finalement la taille de nos entreprises. J'ai pu constater d'ailleurs que l'enjeu était partagé par tous les participants de ce groupe de travail. Et en particulier sur mon périmètre, j'avais conscience que notre taux de féminisation était, pour ne rien vous cacher, plutôt en deçà de la moyenne de la profession, des chiffres qu'a présenté Fernando. Et donc, j'avais sur ma feuille de route la mise en œuvre d'un plan d'action que je voulais ambitieux pour progresser plus rapidement, tel que c'est présenté ici. Et donc, je me suis dit, au-delà de ma contribution à ce groupe de travail, je me suis dit que c'était pour l'entreprise l'opportunité aussi de profiter d'un benchmark accéléré sur les différentes thématiques nous permettant de progresser. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé ? On a travaillé très, très simplement. On a tous mis en commun en fait nos différentes actions. Donc on a partagé un certain nombre de retours d'expérience. Comment est-ce que concrètement, dans nos entreprises, on essaye de progresser, de féminiser nos effectifs, en particulier, parce que le vrai sujet, c'est nos filières opérationnelles, dans les travaux, sur nos projets. C'est là que l'enjeu se passe, plus que dans les fonctions support, et la composition de cette salle en est une illustration. Donc on a mis en commun, on a partagé, et puis on s'est conforté les uns les autres dans notre approche, dans nos différentes expérimentations, et c'est ce qui nous a permis à la fin d'élaborer ce guide qui est finalement le recueil d'actions concrètes mises en œuvre avec succès dans nos différentes entreprises. Donc un autodiagnostic, c'est poser un peu, où est-ce qu'on en est, où j'en suis. L'autodiagnostic, évidemment, c'est pour créer, c'est pour mobiliser, et puis créer, au-delà de l'intérêt à agir évident que rappelait Fernando, c'est pour créer ce sentiment d'urgence, prendre conscience d'une forme de décalage, d'un certain décalage entre des évolutions sociétales, des aspirations et le fonctionnement, voire la culture de nos entreprises. Voilà, donc créer ce sentiment d'urgence, se positionner à partir de l'autodiagnostic pour ensuite se mobiliser sur les différentes actions. Alors justement, sur les actions, on va en parler avant d'entrer dans le détail et discuter justement de certains freins, leviers en faveur de la mixité. Nous avons avec nous aujourd'hui deux femmes au parcours différent qui ont bien voulu témoigner de leurs expériences justement et de ce parcours en tant que femmes dans le secteur. Et également en tant que manager, c'est un point intéressant qu'on verra tout à l'heure. Peut-être pour commencer, nous raconter un petit peu, Madame Arceli, pourquoi déjà avoir choisi le secteur. Bon, j'ai posé la question tout à l'heure aussi à nos jeunes étudiants, parce qu'il faut avoir envie de venir. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Moi, j'avais un père dans le bâtiment qui avait une petite entreprise de maçonnerie. Et puis, je pense que les filles dans la famille, ça ne devait pas aller dans le bâtiment. Donc, inconsciemment, j'ai dû choisir cette voie pour ça. Et puis, moi, il se trouve que je suis un petit peu le cliché, c'est-à-dire que je ne suis pas ingénieure, je suis dans le métier du bâtiment, j'ai 3 enfants, dont un là je rentre de congé maternité, donc un bébé, à un poste à haute responsabilité, donc il y a aussi eu la question du congé maternité, et puis je suis jeune. Donc derrière, il y a beaucoup de préjugés à combattre et d'obstacles à franchir, mais ceci étant, je dépense beaucoup d'énergie là-dessus pour montrer qu'il ne faut pas avoir de limites. Il faut y aller parce que les portes s'ouvrent, qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance, surtout dans le secteur du BTP. Et que derrière, il y a des choses, et je suis ravie qu'il y ait un guide sur la mixité qui sorte, parce qu'en effet, il y a plein de choses qui se font, et nous, les entreprises générales, nous devons montrer l'exemple là-dessus. Alors justement, peut-être pour reprendre un petit peu votre parcours, vous nous dites que vous n'êtes pas ingénieur. Donc comment vous avez fait un bac scientifique ? J'ai un bac scientifique, et puis ensuite j'ai fait un bac +3 j'ai fait une licence en réhabilitation des bâtiments, parce que ce métier avait du sens. Donc vous arrivez sur un chantier, vous êtes donc non ingénieure femme.
quelle réaction vous avez eue? Comment est-ce que vous avez vos premières années de... Alors moi, ça n'a jamais été un handicap pour moi. Là-dessus, j'ai jamais eu vraiment de problème et je me suis jamais sentie femme d'un côté par rapport aux hommes de l'autre. Donc là-dessus, je l'ai bien vécu. C'est plutôt le côté un peu jeune, etc. qui est Finalement, plus c'est votre handicapant. jeunesse qui était plus Oui. un frein. Et comment vous avez, après, donc vous partez en congé maternité, vous dites que vous avez 3 enfants. Ah bah, surtout le dernier congé maternité, donc le reste, les congés, je les ai pris. Puis là, pour le troisième, c'était 6 mois. À un poste, au poste Parce que qu'au j'ai. troisième enfant, on a plus de temps. Et on a plus de temps. Et au départ, je ne me suis pas permis de prendre. Donc, je m'étais dit, je suis quand même passionnée par ce que je fais. Donc, c'était un choix de me dire, je vais réduire le congé maternité. Et après, je me suis dit, mais quel exemple je vais donner aux femmes qui, finalement, sont dans mes équipes ou ailleurs, en disant, elle ne prend même pas l'intégralité de son congé maternité. Oui, elle en pas avoir profite ce côté Rachida Dati, je reviens au bout d'un mois. Ouais, et finalement, je me suis dit, c'est quoi 6 mois à l'échelle d'une carrière on s'en fiche. Donc, je me suis organisée pour. Et puis, je ne dis pas que je n'ai pas travaillé, mais par contre, j'ai réussi à piloter, en pilotage automatique, on va dire. Mais je l'ai fait et je pense que ça, derrière aussi, ça a permis à d'autres femmes de se dire, ah, elle l'a fait quand même. Et au lieu de se dire, je ne vais pas faire de troisième enfant. Ça aurait pu être ça, en Oui, c'est disant ça, on est carriériste ou je ne sais quoi. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment pas se donner de limites et tout est possible. Et il faut le faire. Mais justement, alors peut-être me tourner vers vous, Madame Papon, sur ce dialogue-là. D'abord, même question que tout à l'heure, pourquoi le BTP? Alors moi, c'est plus basique. Je suis ingénieure de formation, donc j'ai été numéro X et donc je suis rentrée au pont sans trop savoir ce que j'allais faire. Et puis j'ai découvert ce métier au travers de mon école et au travers d'un stage que j'ai fait chez Vinci, avant ensuite de partir chez Bouygues Construction. Donc un parcours en fait au départ assez classique pour un ingénieur. Et je suis rentrée dans ce qui m'a plu dans le BTP au départ, c'est de voir la réalisation de ce qu'on fait. C'est vraiment ce côté, on part de rien et ça se construit. Enfin, je trouve ça incroyable. Et puis, c'est très ancré dans la vie citoyenne qu'on mène, puisqu'on construit des projets qui donnent des logements, qui donnent des écoles, qui donnent des hôpitaux. Donc, on est toujours très fiers de passer devant ces réalisations. Et c'est vraiment un métier de passion quand on tombe dedans. Et moi, je ne suis pas tombée dedans tout de suite, mais je suis tombée dedans après. Et alors justement, comment est-ce que vous êtes ressentie en tant que femme dans ce secteur-là? Est-ce que vous avez vu un parcours compliqué ou Alors, au départ, j'étais assez naïve. Je pensais que j'avais fait des études et que voilà, donc on était à égalité. Bon, évidemment, au premier entretien, on m'a demandé pourquoi je voulais travailler. Je me suis dit qu'effectivement, peut-être que c'était pas aussi simple que ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre d'intelligent? Je sais pas, j'ai pas fait bac+5 pour suivre les devoirs de mes enfants. Enfin, je ne savais pas très bien quoi répondre. C'était pas chez Bouygues, mais en tout cas, c'était amusant. Et ensuite, donc je suis le fait d'être femme, je me suis quand même aperçue que ça pouvait être compliqué. J'ai eu un début de carrière assez long, assez lent. Pas tout à fait d'ailleurs dans ma partie, puisque j'ai fait 10 ans dans la partie financière, avec des moments de grand doute. Et puis, très étonnamment, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir partir sur la partie commerciale, où là, j'ai presque trouvé que ma structure est peut-être presque passée de... finalement, me poussait pas et là m'a poussé beaucoup et là il y a eu un saut de carrière très fort et où je me suis vraiment plu et j'ai vraiment réussi à faire plein de choses. Alors j'ai aussi 3 enfants et très étonnamment je n'ai jamais autant progressé dans ma structure qu'après mon troisième enfant où non seulement je me suis arrêtée 6 mois mais comme je devais revenir en mai, je me suis dit j'aurais fait tout l'hiver, quelle drôle d'idée, je ne reviendrai qu'en septembre. Et en fait l'entreprise, une fois qu'on lui explique qu'on part là et qu'on revient là, en fait, ils savent très très bien gérer en réalité. Oui, finalement, c'est quoi pour vous le point le plus... c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est un changement de regard par rapport à... Oui, il y a beaucoup de choses sur le changement de regard. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne voit pas les femmes comme des personnes de pouvoir ou de puissance. Il y a beaucoup de stéréotypes. Quand vous rentrez de congé maternité, souvent on prend les femmes avec beaucoup de douceur. D'ailleurs, moi, j'ai pas tellement rencontré de gens sexistes, c'est-à-dire anti-femmes ou autres, mais plutôt des gens qui finalement ne vous projettent pas, projettent finalement des collaborateurs parce qu'ils ont été ces jeunes collaborateurs. Donc ils se rappellent comment ils étaient il y a 20 ans, nos patrons, mais ils ne se rappellent pas comment était... Enfin, vous leur évoquez rien. Moi, quand j'ai démarré, tous mes patrons, leurs femmes ne travaillaient pas, on va dire ça, ou quasiment tous.
Aujourd'hui, je pense que la génération de patrons qu'on est, on travaille à 2. C'est un vrai changement, la parentalité, le temps de travail, le fait que si on veut attirer des gens de compétences, il faut arriver à faire cette parentalité, cet équilibre vie pro, vie perso, comme le propose notamment un certain nombre d'actions dans le guide. Sinon, si vous choisissez vos collaborateurs uniquement par leur disponibilité, c'est un frein extraordinaire à la compétence. Vous d'ailleurs, même à l'époque, même dans les grandes écoles, finalement, les filles, on ne les acceptait pas trop dans les grandes écoles. Vous m'avez parlé d'une petite anecdote. Est-ce que vous me permettez de... Oui. Alors, en fait... parce qu'on a, on a un peu ce sentiment d'imposture. Alors moi, ça commence tout de suite. Mon père était contre les filles dans les grandes écoles, puisqu'à l'époque, les filles n'avaient pas le droit d'aller dans les grandes écoles. Il n'avait pas de chance, il avait 2 filles, donc il est devenu pour les filles dans les grandes écoles. Donc je me dis toujours que si j'avais eu un frère, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler des femmes dans le BTP. Vous auriez peut-être mon frère qui serait là en tant que DRH, je ne sais pas, mais en tout cas pas moi. Voilà. Donc effectivement, on a tout ce sentiment, je pense, d'imposture, et c'est ça qu'il faut aussi lutter, c'est de se dire qu'on a le droit d'être là. Qu'on apporte des choses à l'entreprise, qu'on est compétente, qu'on a nos façons de faire parfois différentes, d'exprimer notre pouvoir et notre puissance de façon différente, mais tout à fait légitime et qui apporte beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, de toute façon, je crois. Vous également, vous avez eu, Madame Marcelli, ce sentiment d'imposture un peu parfois Oui, exactement comme le disait Valérie. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas... Il faut dépenser beaucoup plus d'énergie que d'autres pour arriver à la même place. C'est plus compliqué. Mais on y arrive. Oui, vous y arrivez. Et alors, plus maintenant, vous-même, à votre place, maintenant, grâce aux évolutions de carrière, vous pouvez embaucher des femmes. Ah bah oui. Alors après, je les recrute peut-être un peu à mon image, ce que je disais, mais il y en a Comment qui ça, ont... votre image, dans le sens... Un peu... force de caractère Ah oui, sur les profils très travaux, en tout cas. Voilà, il y a des filles qui ont envie, donc moi j'ouvre la porte, mais grand. Voilà, donc ça là-dessus. Et puis on a même créé des nouveaux métiers, comme ça c'est plus accessible aussi à des mères de famille. On a des chargés de relations locataires qui suivent nos travaux de réhabilitation dans les quartiers sociaux, qui du coup n'avaient aucune compétence. Il y en a une, elle ne savait même pas allumer un ordinateur. Et elles font un boulot formidable, et j'en ai embauché en CDI parce que je trouve que l'évolution est grandiose. Du coup, on arrive à promouvoir de nouveaux métiers dans nos métiers un peu durs et stéréotypés du BTP. Et justement, Valérie, vous le disiez aussi, c'est difficile de donner les clés. À l'époque, c'était difficile de donner les clés du camion, et encore maintenant aux femmes. Et du coup, finalement, d'être une femme, ça encourage et ça permet cette exemplarité. Toutes les deux, vous en parlez. Je crois, oui, parce qu'on est justement, on n'a pas cette image. Enfin, d'abord, quand on voit des jeunes femmes, on peut aussi nous projeter. C'était nous, en tout cas, c'était moi il y a plus de 20 ans. Du coup, le fait de témoigner aujourd'hui, j'ai quand même regardé, je me suis dit, moi, j'en suis où chez moi? Donc, j'ai à peu près 70 collaborateurs état cadre qui sont en opérationnel, puisque c'est commerce et travaux. Je suis à 33% de femmes. Et ce dont je suis peut-être plus fière, c'est que j'ai 27% de femmes qui sont chefs de service adjointes et plus, donc qui sont managers. Donc, effectivement, je pense qu'on porte un autre regard, et puis ça devient plus un critère de choix, en fait, finalement. Donc on le voit, côté frein, alors j'ai envie de me tourner vers les hommes de cette table ronde, justement. Alors quelle est votre réaction peut-être à ce que vous entendez côté frein, cette évolution nécessaire des mentalités, encore aujourd'hui, Monsieur Sistac, on le ressent. Votre micro, pardon. Oui, il y a encore des stéréotypes. C'est pas spécifique à notre secteur d'activité. Il s'exprime comme partout ailleurs. Dans la pub, partout, vous avez ce genre de clichés qu'il faut combattre. Moi, je pense sincèrement que notre secteur est un secteur qu'on exerce avec passion. Et du moment que la personne qui est embauchée, elle s'investit totalement dans son métier, qu'elle soit homme ou femme, pour l'employeur, ça ne change rien. Ça a été dit tout à l'heure, si on n'exerce pas ce métier avec passion, il vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux rester à l'écart. Donc, une fois qu'on a dit ça, chacun trouve sa place dans une organisation. En fonction de ses centres d'intérêt, ses préoccupations, son équilibre personnel. Et donc, je pense que le critère d'embauche aujourd'hui, il est avant tout sur la qualité de la personne et de sa motivation. Bien sûr, j'imagine que vous rejoignez Monsieur Tordon de Marsac, Monsieur Sistac sur ce point. Oui, alors il y a d'autres freins dont on pourrait faire la liste. Ça fait 20 ans que je fais ce métier dans l'industrie avant le BTP, donc, mais on ne va pas trop s'attarder sur les freins. Fernando disait très justement, il faut que chacun trouve sa place. Je crois qu'aussi qu'il faut qu'on s'assure, manager, RH, il faut qu'on s'assure que chacun puisse la trouver effectivement.
hein. Et donc, c'est l'intérêt de ce guide et des actions qu'il propose, c'est de permettre que chacun trouve sa place dès l'embauche et tout au long de sa carrière. Voilà. Et je crois que c'est notre responsabilité aussi. Et on a un gros travail à faire, on le sait tous ici, il y a une évolution culturelle forte. Voilà. On doit accompagner cette évolution culturelle, cette évolution des mentalités. C'est peut-être finalement ce qui prendra le plus de temps, mais en mettant en œuvre les différentes actions, en se mobilisant, on y parviendra aussi. Alors bien sûr, il y a aussi un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fait que finalement, on est une femme dans le secteur du bâtiment, donc aussi on va nous regarder en tant que femme dans le secteur du bâtiment et finalement, quelquefois, avoir ce regard de bienveillance ou à vouloir trop bien faire pour nous intégrer dans le secteur, finalement, ça devient presque trop. Hein. Vous me l'aviez évoqué, je crois aussi dans nos témoignages, Valérie et vous-même, Émilie, peut-être en parler un petit peu. Là où il faut faire attention, c'est que nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est la mixité. C'est pas que les femmes en avant, etc. Oui, il faut aider les femmes, il faut faire un peu casser ces plafonds de verre qui existent et qui sont là. Hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ceci étant, on a besoin des hommes. Et pour cette mixité, elle va nous permettre la performance. Et c'est ça qu'il faut viser. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas délaisser les hommes quand on met peut-être un peu trop les femmes en avant sur certaines fois. Alors justement, Valérie, ça aussi, c'est un point pour vous qui était très important. Oui, donc, en tout cas, sur les femmes et sur le fait de les mettre en avant. Je ne sais pas si c'est sur cette thématique. Oui. Moi, j'étais très étonnée encore la semaine dernière pour discuter avec des jeunes femmes, où en fait, dans la communication, finalement, donc, on a nos indicateurs de pourcentage d'augmentation, de promotion de femmes et autres. Et finalement, on ne le met pas en image avec celui des hommes. Et finalement, il y a des femmes qui sont venues et qui ont pris des remarques encore, et de jeunes collaborateurs, malheureusement pas de gens très anciens, en disant j'ai compris pourquoi tu avais été promue. Alors qu'en fait, je pense que on a mis en avant les 3 femmes promues sur les 10 hommes, et en fait, qui étaient probablement 3 femmes sur 10 hommes, et donc en fait, c'est tout à fait équitable. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention aussi de redonner, de remettre en perspective, parce que sinon ça peut être mal vécu. Et c'est vrai que les femmes sont très attachées à la mixité. Hein. Souvent, c'est les premières à dire on n'est pas là pour promouvoir les femmes pour les femmes, mais bien pour promouvoir une mixité au sein de nos équipes, et que cette performance, elle est liée à cette mixité. Vous êtes vous-même très engagée sur la promotion Alors moi, j'ai participé à la création du réseau WeLink chez Bouygues Construction, qui nous a permis de beaucoup échanger et de mener certaines recherches, certaines actions. Je crois qu'Isabelle Dubois-Weiterval, d'ailleurs, a participé au groupe de travail à la constitution de ces actions. Et puis, je mène, moi, dans l'unité opérationnelle dans laquelle je suis, plus particulièrement sur les femmes travaux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les femmes travaux disparaissent. Oui, on l'a vu tout à l'heure, il y en a très peu, en fait. Elles sont... Alors, il y a pas mal de jeunes, en fait, ingénieurs principal, mais elles disparaissent, on va dire, autour de la trentaine, 35 ans. Alors, elles ne disparaissent pas forcément de l'entreprise, hein. Elles partent en commerce, elles partent aux achats, elles partent en études de prix, mais elles quittent la filière travaux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, pour comprendre pourquoi et pour faire en sorte qu'elles puissent rester dans cette filière. Vous m'aviez évoqué, on dit souvent, on les appelle les femmes travaux, mais finalement, on pourrait dire ingénieurs travaux. Ingénieurs travaux, c'est leur réclamation, c'est effectivement, mais c'est toujours dans cette logique de ne pas être identifiée en tant que femme, finalement d'être toujours je suis une femme dans le BTP, c'est dire je suis ingénieur, bon, certes avec un E, mais je suis ingénieur simplement dans le BTP, ou à travaux dans le BTP. On a l'impression que le point important, c'est aussi ce dialogue, justement, cet dialogue et cette écoute pour les femmes dans le secteur, qu'on les écoute et que c'est ça finalement que vous mettez en avant aussi souvent dans votre parcours. Ce qui vous a aidé pour avancer, c'est ce dialogue-là que vous avez pu mener au sein de vos entreprises. Oui, si je peux me permettre, je reprendrai les propos de Valérie, c'est qu'un excès de bienveillance parfois peut nuire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux demander à une femme ce qu'elle veut, plutôt que de se dire, comme on prenait l'exemple du retour de congé maternité, on n'est pas en sucre, ni en coton. Il y a un moment, on reprend, on sait ce qu'on a besoin. Certaines femmes peuvent avoir des difficultés, mais peut-être pas d'autres, et finalement... Mais du coup, parfois, on a souvent un excès de bienveillance qui nous agace. Ça vous agace. Voilà. Alors, parfois aussi, dans l'autre sens, comment est-ce que vous l'évoquez, vous, de votre côté DRH? Vous avez aussi des femmes en poste qui, forcément, veulent avoir aussi les mêmes avantages ou tout le parcours qu'elles ont pu avoir avant, difficile.
Vous m'aviez évoqué ça quand on avait travaillé sur cette table ronde. Oui, donc en effet, il ne faut pas tomber dans l'écueil, c'était ce qui était évoqué à l'instant, de la discrimination positive ou d'une. Il faut vraiment être à l'écoute. Et Amélie tout à l'heure parlait d'ingéniosité dans la gestion des parcours individuels. Et c'est vrai que la fonction RH, le management, on doit maintenant être agile, donc à l'écoute de nos collaboratrices et de nos collaborateurs aussi, voilà, pour leur proposer une gestion individualisée de leur parcours, prendre en compte leurs aspirations à l'instant T, leur temps de vie aussi. On parlait d'équilibre vie pro, vie perso. Bien, chacun dans nos carrières professionnelles, il y a des temps de vie, il y a des périodes où on a besoin de plus de flexibilité, un peu moins de disponibilité, etc. Il faut qu'on soit capable d'être à l'écoute, voilà, et d'adresser tous ces enjeux. Et justement, vous vouliez réagir également, Monsieur Sistak? Moi, j'apporterai une petite nuance à ce qui vient de se dire, parce que si on veut féminiser dans un délai court la profession, il faut des actes forts. Et discrimination positive, il ne faut pas avoir honte de dire qu'à compétences égales, vous avez 2 candidats en fin de parcours, un homme et une femme. Il faut avoir le courage de dire que vous faites confiance à la femme. Et premier sujet, parce que dans nos écoles d'ingénieurs, malheureusement, on sait que la proportion de femmes est faible. C'est comme ça. Qui plus est, bon nombre de jeunes femmes ne viennent pas forcément dans la profession. Donc de toute façon, l'ambition qui était rappelée dans le graphique tout à l'heure, on n'y arrivera pas si on se contente de dire on va piocher dans le vivier des écoles d'ingénieurs. Ça ne suffit pas. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Je pense que Louis-Marie pourra témoigner sur des expériences, mais il faut aller chercher dans les 40 et quelques % des autres secteurs d'activité, dans l'automobile, partout où il y a des talents qu'on peut accueillir. On a une capacité d'intégration dans la profession exceptionnelle à tous les niveaux hiérarchiques. C'est pas pour rien que nos chefs de chantier sont issus de la base pour l'essentiel, mais tout ça peut bouger très facilement. On peut accueillir la diversité, la mixité, et si on veut fortement dépasser le seuil, 33%, j'entends, c'est super, parce qu'il y a une taille critique. Si on ne dépasse pas 30-35%, la proportion de femmes se sent un peu minoritaire et se pose des questions qui ne devraient pas se poser sur est-ce que je fais l'objet d'un passe-droit, est-ce que c'est... Non. Il faut une taille critique et il devient naturel. Elles seront traitées comme les autres, sans distinction. Mais au début, quand on part de loin, et certaines entreprises partent de très loin, il faut des actes volontaires des managers, avec une vraie feuille de route. Je crois que dans certains groupes, certains managers sont même incentivés à leur capacité à transformer leur organisation, à la féminiser. Voilà, ça fait partie des actes forts, parce que si on ne franchit pas, voilà, dans 10 ans, on en reparle. Donc, on n'a pas 10 ans devant nous. Sensibiliser, communiquer. Alors, vous avez eu en main, vous l'avez écrit, ce guide, Monsieur Tordon de Marsac. Du coup, vous l'avez appliqué, vous commencez à l'appliquer tout le moins dans votre entreprise. Comment vous l'êtes approprié et comment vous l'avez fait se faire approprier par les gens de votre entreprise? Alors ça s'est fait assez naturellement parce que, comme je le disais, donc c'est un guide qui se veut concret. Voilà. Donc comme j'étais dans le groupe de travail, moi dès cet été, en fait, j'ai utilisé ce guide et l'autodiag pour sensibiliser en fait mes différents comités de direction. Oui, finalement, vous l'avez mis devant les faits accomplis. Là, voilà, je l'ai déployé. Voilà, je l'ai déployé très vite sur l'ensemble de la branche énergie système. Alors pour tout ça à l'échelle d'une organisation, ça nécessite un petit peu de temps, évidemment, pour se mettre en place et se décliner concrètement. Mais on l'a aussi utilisé comme support de nos plans d'action. Sur la branche énergie système et ensuite sur chaque direction régionale, chaque périmètre. Voilà, on s'est inspiré du guide pour mettre en place des plans d'action concrets. Alors, tout à l'heure, je disais à l'instant, pas de discrimination positive. On ne s'était pas compris, Fernando. C'était à compétences inégales. Donc c'était ne pas féminiser à tout prix, à tout craint, n'importe comment. Voilà. Mais ma conviction, après ce travail collectif, ma conviction, c'est que pour véritablement redresser la courbe, progresser vite, très significativement, il faut vraiment s'emparer de toutes les thématiques. Il faut agir sur le sourcing, l'attractivité, le recrutement, sur l'égalité professionnelle, l'équilibre vie pro, vie perso, sur la gestion des carrières. C'est vraiment toutes ces thématiques, tous ces champs
qu'il faut décliner concrètement avec des plans d'action. Voilà, parce que Fernando a raison, il n'est pas question que dans 10 ans, on se revoie ici pour se dire on en est toujours au même niveau. Non, il faut progresser vite. Voilà. Et pour progresser vite, mais il faudrait accélérer la progression. Voilà, il faut se mobiliser. Et se mobiliser, ça n'est pas qu'une ambition, voilà, mais ça doit s'incarner, se concrétiser par des plans d'action, des objectifs. Alors comment on fait si on a pour rentrer peut-être un exemple plus concret, un manager un peu réfractaire en disant écoute, comment vous faites pour donner un peu de bonne pratique aussi? Alors, est-ce que finalement il faut s'attarder un peu sur... ça va dépendre de son âge, mais pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je fais souvent, c'est que pour des managers qui sont de ma génération, autour de 50 ans, très jeunes évidemment, bien souvent ils sont eux-mêmes pères de famille, voilà, et ils ont des enfants, garçons, filles. Et voilà, et donc ça me permet en fait, je parle et ta fille, elle se destine à quoi, etc. Et quand on les interpelle sur ce qu'eux-mêmes souhaitent pour leurs enfants, en fait, finalement, ça leur permet d'appréhender les choses un peu différemment. Voilà, ça marche pas à tous les coups, mais de temps en temps, ça fonctionne. Merci beaucoup. Alors peut-être justement, mesdames, sur quelle est votre réaction déjà sur l'existence de ce guide? Alors vous nous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, Émilie, mais voilà, est-ce qu'il y a une initiative de ce guide dont vous auriez aimé bénéficier vous-même? Alors, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et puis d'autres qu'on fait mais qu'on ne fait pas à fond. Donc, je vais reprendre les propos de mon collègue, mais c'est vrai que ça va nous permettre de se figer un plan d'action et puis de s'y tenir. Parce qu'on fait un petit peu plein de choses, une multitude de choses, mais on a dans ces entreprises générales une capacité à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et je pense qu'on a les moyens de le faire. Voilà. Donc on va se définir des actions là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a des choses comme le plafond de verre, on le sait, je l'ai en tête, et pourtant je me dis il faut vraiment que je mette en place un peu plus de mentoring ou de coaching pour les filles, parce qu'il y a un gros problème, je trouve, à la base de confiance en elles, et comme je le disais tout à l'heure à de nombreuses reprises, les limites qu'elles se fixent elles-mêmes, qui n'existent pas finalement. Valérie, vous les ressentez aussi ces limites-là? J'ai pas compris votre question. Je disais, vous ressentez également ces limites, quand vous fixez vous-même vos limites Oui, les femmes, alors, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est lié à la société ou autre, mais effectivement, il y a un sentiment d'imposture. Et puis, c'est vrai que quand on est, nous, en entretien annuel, pour le coup, moi, je vois des hommes et des femmes. Bon, les hommes, ils peuvent tout. Et souvent, les femmes, leur première réponse, c'est est-ce que je vais vraiment pouvoir? Et est-ce qu'elles cochent toutes les cases? Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même réaction. Je ne suis pas sûre que ce soit homme ou femme. C'est aussi lié à notre éducation. Voilà, qui fait qu'on a peut-être ces réactions aujourd'hui, ce qu'il faut combattre. Et ce que je trouve intéressant dans le guide aussi, c'est cet autodiagnostic dont vous avez parlé, parce que ça permet aussi soi-même de se dire ça je le fais, oui, ça je le fais un peu, ça c'est vrai que je le fais pas du tout. Donc ça permet, même moi qui fais quand même, je pense, pas mal de choses, je vois des actions à faire, et ça met le doigt vraiment sur toute la chaîne, vraiment de tout le début, c'est-à-dire comment on incite les jeunes filles, voire les filles d'aujourd'hui, à venir vers nos métiers techniques, et jusqu'au bout qui est la promotion, tout ce qui est autour de l'équilibre. Donc c'est vraiment très large, et chacun peut vraiment y trouver, je pense, un pan qu'il n'a pas regardé. Voilà. Et notamment, c'est vrai, sur les femmes, sur leur côté de c'est possible, il faut passer ce message aux femmes, elles ont aussi une grosse partie du fait de pouvoir faire carrière et de réussir dans leurs mains, en fait, et de dire les choses et de les aider à dire ces choses. Et puis de nouvelles opportunités s'ouvrent aujourd'hui pour les femmes. On a parlé de nouveaux métiers, de places plus importantes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui. Oui. Monsieur Tandon-Marsac, vous l'évoquiez aussi dans vos métiers tout à l'heure, le fait que des nouveaux métiers, de nouvelles façons d'aborder ces métiers-là permettent... C'est vrai que le secteur de la construction se renouvelle un peu. On est maintenant au cœur des enjeux de transition énergétique et puis écologique. Et donc ça, ce sont des enjeux... Rabi et Gatien, d'ailleurs, en ont parlé tout à l'heure. Ils ont témoigné aussi. Ils ont envie de rejoindre une entreprise, de faire un métier qui a du sens. Et donc là, on est sur les métiers évoluent, on est sur des enjeux qui sont universels, des problématiques qui sont finalement très inclusives. Et donc, ça renouvelle le sens de nos activités, de nos métiers. Et donc, c'est des atouts très forts en termes d'attractivité, de recrutement. On faisait déjà de beaux métiers, maintenant encore plus. Voilà.
Et alors, on rappelle aussi donc, cette importance de l'autodiagnostic, parce que savoir d'où l'on part, c'est mieux savoir comment on peut avancer et comment avancer. C'était votre message fort aussi. Fernando l'a un peu abordé, donc je vais appuyer. L'autodiagnostic permet de mesurer l'écart, effectivement, la marche à franchir. Et Fernando parlait d'objectifs, d'indicateurs. Et je crois que c'est très important de se mobiliser concrètement sur les actions et ensuite de les monitorer. Voilà. Si on veut se revoir dans 10 ans et mesurer un chemin parcouru, un progrès, eh bien c'est parce qu'on aura piloté la démarche. Moi, je crois beaucoup au management par objectif. Voilà. Donc il y a le changement culturel, la conduite du changement, c'est important. Et il y a aussi le management par objectif. Et je crois qu'il faut qu'on se fixe ensemble des objectifs ambitieux, voilà, et sur nos différents périmètres de responsabilité, on les monitore, on les suit. Moi, j'ai des patrons qui, très concrètement, déclinent ces objectifs jusqu'aux responsables d'activité. Vous voyez ? Dans leurs objectifs, voilà, jusqu'aux responsables d'activité. Voilà. Et je suis persuadé que ces périmètres-là, chez moi, ils vont progresser plus vite que les autres. Vous voyez déjà des effets bénéfiques ? Je vois déjà un début alors, on progressait, voilà, et là, ça commence à progresser plus fort, mais on n'en est pas encore à la cible, clairement. Monsieur Sistac, peut-être pour conclure, finalement, si on devait retenir qu'une chose ou qu'une action de ce guide, c'est finalement qu'on ne peut pas retenir qu'une seule action de ce guide. C'est que c'est la pluralité des solutions qui fera qu'on remplira les objectifs. C'est effectivement une somme d'initiatives, d'actions. Il n'y a pas une action miracle, ça serait trop simple, on l'aurait tous mis en œuvre. C'est un ensemble de choses qu'il faut piloter, Louis-Marie vient de le dire, monitorer, parce que si vous n'avez pas dans la durée un engagement fort des directions générales, il y a tellement de sujets à traiter au quotidien que ces objectifs disparaissent. Donc il faut un engagement dans la durée, parce qu'on fait un métier de temps long, parce qu'on travaille sur l'humain, parce que vous ne formez pas un jeune collaborateur en quelques mois. Je dis ça pour les jeunes. Hein. Même si vous sortez bien formé de vos écoles, il vous restera à apprendre sur le tas beaucoup de choses. Et c'est le plus important, c'est l'humain, vous verrez. Et donc il faut piloter tout ça dans la durée, et c'est un engagement constant. Et c'est, comme tu viens de le rappeler, il faut vraiment balayer l'ensemble des aspects. C'est pas une mesure c'est pas parce que vous irez porter la bonne parole dans les écoles que ça suffira à faire venir à nous les jeunes gens. Mais si vous ouvrez vos chantiers systématiquement au voisinage, les journées portes ouvertes, etc., vous faites découvrir à des jeunes gens, à des collégiens, une activité qu'ils ignorent. On est partout. On est partout. Et en plus, on fait un métier, ça a été dit dans l'atelier avant, passionnant, parce que c'est un métier de passion. Vous voyez la concrétisation de votre travail. Il y a peu de métiers qui offrent cette satisfaction. Donc du temps long, une multitude d'actions, même modestes, mais toutes ces actions mises bord à bord font que vous changez l'ambiance et vous transformez votre entreprise. Elle devient plus inclusive, elle bénéficie aux hommes et aux femmes, et vos clients le perçoivent, le mesurent, l'apprécient différemment. Donc vous avez un avantage compétitif. Et puis on a éternellement besoin de talent. Donc voilà. Donc finalement, on peut quand même être optimiste. Valérie et Émilie, il faut rester optimiste. Peut-être un dernier mot, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je n'aurais pas cette prétention, mais c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives qui se mettent en œuvre, notamment avec la réalisation de ce guide qui met en place plein de bonnes pratiques et qui vont aider certains qui n'ont pas cette faculté-là de savoir comment faire pour promouvoir cette mixité. Ceci étant, on fait un très beau métier, comme le disait Fernando, et il faut en effet ouvrir les portes de nos chantiers, montrer ce qu'on fait, parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. Et déjà, c'est la base. L'exemplarité. Et l'exemplarité, je pense que c'est la base aussi. Donc voilà. Pareil, optimisme et exemplarité. Oui, optimisme, de toute façon, ça marche. Les actions, je crois qu'on en a tous mené, en tout cas pas toutes, bien évidemment, mais elles sont issues d'un travail collectif, donc ça marche. En fait, ça marche, c'est une vraie croyance. Et donc, il faut les poursuivre pour que ça marche complètement. Et moi, je crois qu'effectivement, dans 10 ans, il est tout à fait possible d'être sur un niveau de mixité bien supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner maintenant vers la salle. Peut-être avez-vous des questions, peut-être des points pratiques que vous voudriez soulever. Je remontre le guide que j'ai également en main, peut-être sur des leviers ou des actions spécifiques que vous avez menées. Oui, madame. N'oubliez pas de vous présenter.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Nargis Benmoussa, chargée de mission développement durable Europe chez l'Alliance de l'Emploi. On est un réseau de collectivités locales qui sont engagées dans tout ce qui est emploi, insertion, mais je travaille également sur des projets européens et nationaux dans la rénovation énergétique. Donc, ma question est plutôt comment en fait les grands groupes pourraient encourager une meilleure mixité au sein des entreprises et des prestats avec lesquels ils travaillent, notamment sur les chantiers où le taux des femmes est plutôt très marginal, voire des fois inexistant. Voilà, merci. Alors, une question assez spécifique. Vous voulez, oui, vous avez moi je veux bien parce que pour le coup, j'ai des exemples. Donc, je travaille dans la rénovation énergétique et sur nos chantiers, on a des emplois où là, en ce moment, j'ai que des femmes. Donc il y a les chargés de relations locataires, donc c'est les gens qui s'occupent des personnes chez lesquelles on va faire les travaux puisqu'on fait en site occupé. Et on a des postes aussi sur le côté environnement pour lesquels il y a des gens qui mettent des actions concrètes et opérationnelles en place sur chacun de nos chantiers. Et ça, c'est pareil, si on travaille avec des écoles, on prend des alternants sur cette filière-là. Voilà. Alors du coup, la question, je pense, était assez spécifique aussi. Voilà, vous voulez encourager la place des femmes, oui. Ça clairement. Et après, peut-être au niveau des grands groupes, est-ce qu'il y a des moyens de dire, ben voilà, chez vos prestataires, les aider à avoir plus de femmes aussi, ou leur dire, ben, comment il y a un peu alors justement sur on ne peut pas imposer, en fait, c'est un peu compliqué quand même. En coulisses, j'évoquais ce point. On a bien mis des critères pour sélectionner nos sous-traitants et nos partenaires sur le thème de la sécurité. Ça remonte à quelques années. Ça fait progresser l'engagement des entreprises. Je pense que demain, le diagnostic qui est là permet de faire un point de référence. Chacun peut s'auto-évaluer et quelque part avoir, nous, dans la sélection de nos partenaires, nos fournisseurs, ce critère qui dit mais pourquoi il n'y a pas plus de jeunes femmes ou de femmes tout simplement dans vos entreprises? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? À l'échelle des métiers nouveaux, c'est encore plus facile parce que c'est des métiers qui attirent les jeunes gens, parce que transition énergétique, parce que nouveaux modes constructifs, quand vous travaillez avec du bois, donc c'est possible. Il faut qu'on ait le courage dans nos grands groupes d'en parler déjà, et de diffuser ce guide. Bien sûr. J'en fais la promotion, hein, c'est un travail collectif. De diffuser ce guide finalement, très largement à l'entrée du chantier, quoi. Mais ouais, ça participe. Il faut l'expliquer, ouais. On va va l'accompagner, ça, ce changement. Valérie, vous vouliez réagir? Oui, alors je crois qu'on est sur la première marche. On est très tourné en interne pour l'instant. Et donc, effectivement, on réfléchit aujourd'hui, parce que c'est une vraie prise de conscience que nos sous-traitants sont beaucoup plus... ont une mixité beaucoup plus faible, voire parfois totalement inexistante. Et donc, ça part par le comportement, par peut-être mettre effectivement, comme la sécurité, d'en faire un critère de sélection. Mais je pense qu'on est vraiment là, pour le coup, sur la première marche. Merci. Un critère inclusif RSE, pourquoi pas également. Peut-être une autre question? Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre question de la salle? Écoutez, vous avez été tous très clairs, hein, visiblement. Pas de questions spécifiques. Bon, écoutez, voilà. Merci beaucoup. Du coup, merci donc je remonte ce guide, hein, donc avec 3 grandes parties. Hein, on le redit, cet autodiagnostic, comment on recrute, c'est extrêmement bien pédagogique et bien expliqué. Comment fidéliser surtout les talents, bien sûr, et favoriser enfin l'évolution des femmes. Bravo et merci beaucoup de cette initiative. Merci à vous. Vous vouliez rajouter un mot Non. En page 4 de couverture, vous verrez les membres de la commission qui ont travaillé sur ce guide. Et je tenais à saluer leur engagement et leur travail. Voilà, elles ont collectivement, toutes ces personnes, mené à bien ce dossier en moins d'1 an et et fait valider ça par le bureau d'EGF. Et on est là pour le promouvoir. Donc, écoutez, vous avez de grands groupes des DRH de grands groupes qui sont encore là, donc j'espère que vous avez bien écouté. Ils sont bien impliqués dedans, et il y a aussi les ETI qui portent leur part. Exactement, bien sûr. Donc c'est l'ensemble de la profession. Merci encore et bravo pour cette initiative. Merci donc pour cette conférence. Ainsi s'achève notre matinée.